Alors que l'empreinte de la Russie en Asie centrale est fragilisée depuis 2022, la Chine et la Turquie en profitent pour tenter de combler le vide. Les deux puissances prennent la région en étau à partir de différentes directions. Ils utilisent différents outils avec différents degrés de capacité et les deux ont leurs propres avantages et inconvénients pour les puissances centra-asiatiques. En plus de cela, l'Union européenne et les États-Unis cherchent également à renforcer leur présence pour tenter de dissuader cette région de servir de plaque tournante pour la Russie, comme on l'expliquait dans notre vidéo sur comment la Russie contourne les sanctions. Pour les puissances d'Asie centrale, la guerre en Ukraine leur donne une opportunité unique à exploiter de manière opportuniste, elles qui sont enclavées et éloignées des principaux flux mondiaux. Chine et Turquie façonneront inévitablement, à des degrés divers, le paysage en Asie centrale dans les années à venir. Et il est tout à fait dans leur intérêt respectif de le faire. Pour la Chine, plus la Russie reste occupée dans un conflit avec l'Occident, plus cela leur crée d'espace pour pénétrer dans la sphère d'influence traditionnelle de la Russie. C'est pourquoi le président chinois Xi Jinping se présente comme un artisan de la paix dans la guerre en Ukraine. Et cela pendant qu'il prévoit d'accueillir les dirigeants des 5 pays d'Asie centrale dans ce que Pékin a décrit comme le premier sommet Chine-Asie centrale. De son côté, la Turquie se comporte de la même manière, elle joue le rôle de médiateur en Ukraine tout en espérant capitaliser sur l'influence décroissante de la Russie en mer Noire et en Caspienne. La Turquie est aussi moins impressionnante que la Chine et les puissances d'Asie centrale sont donc moins réticentes à s'ouvrir à elle. Erdogan sait que plus la Russie est préoccupée par la guerre et les sanctions, plus il faut profiter de cette opportunité qui arrive une fois tous les siècles pour renforcer la géopolitique turque jusqu'en Asie centrale, qui est composée majoritairement de peuples turquiques. Pour autant, il ne faut pas non plus surévaluer la perte de l'influence russe en Asie centrale. Comme d'habitude, la géopolitique est davantage une zone grise. Lors de la conférence des ministres de la Défense de l'Organisation de coopération de Shanghai par exemple, il y a quelques semaines, le ministre russe de la Défense s'est engagé à renforcer le potentiel militaire de la Russie dans ses bases de la région. Et si la région se développe, c'est aussi car la Russie emprunte ses routes commerciales et contourne les sanctions occidentales par elle. En 2022, le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et l'Asie centrale a d'ailleurs augmenté de 15% et ce n'est pas le fruit du hasard. Les États-Unis sont d'ailleurs préoccupés par cette plaque tournante centra-asiatique et font pression en menaçant de sanctions secondaires les institutions ou entreprises qui aideraient la Russie à contourner les sanctions. Il faut savoir que les efforts de la Turquie pour s'implanter en Asie centrale au détriment de la Russie sont bien antérieurs au conflit en Ukraine. Nous avions par exemple fait une vidéo sur le Kazakhstan en 2019 pour l'expliquer. Turquie et Russie sont autant partenaires que rivaux. La Turquie a par exemple identifié la vulnérabilité de Moscou dans le Caucase Sud et a intervenu dans la guerre du Haut-Karabakh en fournissant un soutien militaire et du renseignement à son allié azerbaïdjanais face à l'Arménie. L'Arménie est aujourd'hui livrée à elle-même et dans une situation de faiblesse très nette. La Turquie a ainsi pu bouleverser l'équilibre des forces dans le Caucase que les Russes maintenaient entre Yerevan et Bakou depuis la chute de l'Union soviétique. Il est donc tout à fait probable que la Turquie tentera quelque chose de similaire en Asie centrale, sans nécessairement évidemment s'engager dans un conflit, mais là où je veux en venir, c'est que la Turquie a toutes les cartes en main pour influencer une région, car la Turquie compte étendre son influence dans l'ensemble des régions turquiques en plus de ses périphéries proches. Mais la Turquie se rend aussi compte que malgré le revers dans le Caucase du Sud, l'influence de la Russie sur la région au sens large reste très forte, en particulier dans le Caucase du Nord qui fait de toute façon officiellement partie de la Fédération de Russie. Le Caucase étant bouché, la Turquie regarde donc vers l'Est, au-delà de la mer Caspienne et dans les terres d'Asie centrale auprès des pays en stand. La région transcaspienne est riche en pétrole et en gaz, et c'est une alternative parfaite à la dépendance énergétique de la Turquie vis-à-vis de la Russie, et un moyen de réaliser ses ambitions pour devenir, vous le savez, une plaque tournante du transit énergétique. Tout ça, on l'a expliqué dans notre vidéo sur le partenariat russo-turc. Ce qui est de la Turquie, c'est que la région est habitée par d'autres peuples turcs, avec lesquels elle entretient depuis longtemps des liens ethniques, linguistiques, culturels et religieux. Déjà en 2009 a été lancée, à l'initiative de la Turquie, l'organisation des États turcs, qui comprend l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan. Comme nombre d'organisations, elle est bien sûr plus symbolique que réellement pratique, mais elle pourra tout à fait gagner en importance un jour ou l'autre. Ce qui limite la Turquie dans son développement à l'international et en Asie centrale, ce n'est pas tant la Russie
mais la grave crise économique avec laquelle elle est confrontée. Cela limite la mesure dans laquelle la Turquie pourrait s'imposer, investir et devenir un acteur majeur dans cette région plus éloignée. Et comme vous le voyez, la géopolitique est souvent une question de force et de faiblesse qui permettent ensuite un équilibre entre les puissances. Maintenant, allons voir du côté de la Chine, qui en revanche est moins contrainte économiquement que la Turquie. En tant que première ou deuxième économie mondiale, ça dépend les tableaux, elle est en bien meilleure forme pour profiter du contexte face à la Russie et entend bien tirer parti de sa position en conséquence. N'oubliez pas, la priorité pour la Chine, je l'expliquais dans la vidéo sur l'accord irano-saoudien, c'est le commerce. Étant donné qu'elle ne peut pas rivaliser avec les États-Unis sur mer, Beijing concentre ses efforts sur terre, dans des régions comme l'Asie centrale. Et cerise sur le gâteau, ces régions sont totalement enclavées au cœur du continent eurasiatique. Les États-Unis ont bien du mal à se faire entendre dans cette partie du monde où ils sont moins influents et donc moins compétitifs. La région a en plus l'avantage supplémentaire de relier l'Europe, le Moyen-Orient et le sous-continent indien par voie terrestre, c'est-à-dire que l'Asie centrale est un emplacement parfait pour les nouvelles routes de la soie. La Chine est bien mieux implantée que la Turquie en Asie centrale. Elle importe déjà de gros volumes de gaz naturel du Turkménistan via un gazoduc qui traverse l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. La Chine dispose également d'une liaison ferroviaire avec l'Europe qui passe par le Kazakhstan et la Russie, mais qui a bien sûr été perturbée, vous vous doutez bien, par la guerre en Ukraine. Et l'Asie centrale est aussi une question de dépendance pour la Chine, car la Russie est en train de déverser ses matières premières dans toute l'Asie, et la Chine doit contrebalancer ses importations en provenance de Russie par des importations de matières premières centra-asiatiques. Les puissances d'Asie centrale en retour sont demandeuses en investissement, elles ne s'ouvrent à l'économie que depuis quelques années, tout au plus 1 ou 2 décennies grand maximum, et tout reste à construire, notamment les infrastructures, et c'est là que la Chine compte jouer sa carte. Et dans le contexte du gel des frontières en Europe de l'Est, cela signifie que la Chine doit et a déjà commencé à développer des routes à travers l'Asie centrale, la mer Caspienne, le Caucase du Sud, la Turquie, jusqu'à atteindre l'Europe. Il s'agit d'une entreprise majeure qui se heurte à de nombreux défis politiques, économiques et techniques. La Chine, vous le savez, a les moyens. Elle est bien adaptée à la construction d'infrastructures, mais elle a besoin de 2 conditions: la paix et le soutien des autorités locales. Si cela n'est pas acquis, la Chine cherche à contourner le problème. La Chine a donc pu profiter à sa manière du fait que les talibans et autres islamistes étaient concentrés lors de la guerre d'Afghanistan pour construire des projets au Pakistan et au Kazakhstan. Mais maintenant que l'armée américaine est partie, que les talibans sont revenus au pouvoir à Kaboul, la Chine a dû adapter sa stratégie pour empêcher des débordements dans les pays adjacents. Cette stratégie chinoise est très simple, c'est celle du dialogue avec les talibans en Afghanistan. On a fait aussi une vidéo entière sur le sujet. La Chine promet de ne pas ingérer, elle offre un accès partiel au commerce en échange de l'ordre et de la paix dans la région. Cette vision de la géopolitique chinoise, c'est autant une force qu'une faiblesse. Contrairement aux États-Unis, la Chine n'est jamais intervenue pour défendre ses intérêts, ni pour arbitrer la sécurité régionale à sa façon. Peut-être le fera-t-elle un jour, mais la Chine fait avant tout du commerce le modèle par excellence qu'elle compte établir, et notamment avec le récent accord irano-saoudien. L'inconvénient, c'est que la Chine est vulnérable aux tensions régionales qui peuvent bouleverser la Pax Economica. Le Pakistan, par exemple, est un pays où la Chine a investi en masse dans une logique de contourner l'Inde et d'accéder à l'océan Indien. Mais le pays connaît une grave crise économique et politique qui favorise une instabilité locale et nuit donc au doux commerce chinois. La problématique, c'est que la Chine n'a pas de solution à de tels problèmes. Elle n'a pas une capacité de projection militaire suffisante, et même cela reviendrait à totalement bafouer la norme du monde multipolaire qui est en train de s'imposer, puisqu'elle s'ingérerait dans la politique interne d'un pays. Et ce scénario pourrait se répéter au Kazakhstan, en Ouzbékistan ou encore au Kirghizstan, qui sont dans des phases de libéralisation et d'ouverture, et nous l'avons vu en début 2022, le Kazakhstan était sujet à des tentatives de renversement du pouvoir. Et c'est pour cela que la Chine cherche, certes, à profiter du manque d'attention de la Russie, mais ne souhaite pas pour autant que la Russie quitte l'Asie centrale. Car c'est la Russie qui a un rôle de gendarme historique dans la région, comme au Kazakhstan, quand ses forces sont intervenues pour mettre fin au désordre. Et en vérité, la Chine doit également surveiller ses propres frontières et doit prendre garde aux problèmes pour la stabilité dans sa province du Xinjiang, cette région habitée de l'extrême ouest de la Chine, où Beijing a dépensé des ressources considérables pour tenter de contenir la minorité ouïghour. Ce qu'il faut retenir d'un point de vue macro, c'est donc que si à long terme, la Turquie et la Chine sont les 2 principaux acteurs qui s'enfonceront de plus en plus au cœur de l'Eurasie et vont essayer de contrebalancer l'influence russe, eh bien la Russie n'est pas pour autant exclue.
Les puissances d'Asie centrale cherchent également à jouer sur cette rivalité pour en tirer les bénéfices, tantôt du côté chinois, tantôt du côté russe ou turc, et même américain ou européen, puisque comme vous le savez, les États-Unis essayent de bloquer la plaque tournante centra-asiatique qui permet à la Russie de se fournir en produits sanctionnés. On l'a déjà expliqué sur notre vidéo ou encore sur Telegram. En face, la Russie continue de développer des projets et tente de maintenir une influence dans la région. On fera sans doute d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet. Vous le voyez donc, il y a des forces et des faiblesses de tous les côtés. La géopolitique est ici très bien illustrée et est souvent une question d'équilibre dans un écosystème à l'échelle humaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle les gestes simples, aimer, commenter, partager. Vous pouvez nous soutenir en vous procurant notre revue sur notre site internet ou en devenant membre sur notre chaîne YouTube et en retour vous aurez différentes contreparties. Comme ça c'est donnant-donnant et tout le monde est gagnant. Je rappelle que Terabellum est une chaîne YouTube, c'est une petite équipe, nous sommes 100% indépendants et nous nous finançons exclusivement via notre activité sur internet. Encore une fois merci à tous pour votre fidélité, pour être toujours plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à tous et à la prochaine.